Bonjour à tous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette conférence sur la dynamique et la diversité des SICO en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous êtes producteur, transformateur, acteur ou élu d'une collectivité. Donc, cette conférence vous est destinée. Vous savez que ces produits témoignent de la richesse de notre patrimoine culinaire. Ils certifient l'exigence et le savoir-faire des producteurs. Ils garantissent aussi aux consommateurs des produits de qualité qui répondent à des conditions strictes et précises et régulièrement contrôlées. Ils garantissent aussi une certaine préservation du territoire, de nos territoires, et permettent à des producteurs de se démarquer grâce à un produit identifié selon une zone de production. Alors pour en parler aujourd'hui, nous vous avons choisi des personnalités emblématiques de notre région qui s'investissent presque au quotidien, au jour le jour, pour faciliter leur émergence et leur développement. Donc nous avons fait le choix, principalement lors de cette conférence, de parler plutôt des signes AOP, IGP et label rouge cette fois-ci. Donc le label agriculture biologique sera peu traité. Bon, il est abordé dans d'autres cadres et notamment dans une autre conférence qui se tient sur Tech & Bio Online que vous pourrez voir sur le marché des fruits bio de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc avant de laisser la parole à Olivier Nallès et Sandrine Faucou pour l'ouverture de cette conférence, donc je demanderai aux intervenants de bien respecter leur temps de parole. Donc le format numérique nous demande d'être concis, percutant. Donc on a à peu près 1h30 pour traiter notre sujet. Donc j'interviendrai si besoin, vous m'en voudrez pas, voilà, pour vous rappeler le temps dont vous disposez. Donc Olivier Nallès, c'est à vous. Alors quel est le contexte actuel dans lequel les filières sous SICO évoluent aujourd'hui? Quelles sont peut-être les prochaines discussions européennes, françaises, dont nous devons avoir connaissance? Alors, bonjour à tous d'abord. Merci d'être derrière votre ordinateur pour nous regarder. J'espère que vous serez nombreux. Je crois que déjà, la première des choses, c'est rappeler ce... Alors, j'ai horreur de cette abréviation de SICO qui ne veut pas dire grand-chose, un signe d'identification de la qualité de l'origine. Ce qui est important, c'est de rappeler pourquoi aujourd'hui on identifie, et le mot important, c'est signe d'identité, signe d'identification de nos produits d'origine. Sans faire une longue histoire, il faut rappeler que cette notion a été construite patiemment entre le début du XXe siècle, puisque différentes crises de tromperie du consommateur, notamment en Champagne dans les années 1910, sur la zone Vallée du Rhône dans les années 1915-1920, faisaient que ont amené les producteurs à réfléchir comment identifier, comment protéger leur identité. Et tout ce système a abouti à une première codification franco-française en 1935 avec la création de l'Institut national des appellations d'origine et en 1936 avec les premières appellations d'origine contrôlées à l'époque qui étaient Tavel, Châteauneuf, Cassis, l'Arbois, etc. Donc un certain nombre d'appellations qui sont nées et qui à l'époque n'étaient que viticoles. Et la deuxième grande étape, ça a été les accords de Dublin 1990, où la France a été moteur au niveau de l'Union européenne pour codifier cette identification, non seulement sur le viticole, qui était abouti, mais surtout sur l'agroalimentaire. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus, parce que je n'allais pas dire que le viticole, ça roule tout seul, mais en tous les cas, le viticole a une telle expérience qu'il ne se pose plus ce genre de questions. Par contre, l'agroalimentaire, et ce sera le sujet de cette conférence, a eu besoin de s'approprier cette identification. Donc, accord de Dublin qui aboutit à un règlement en 1992 qui codifie les AOP et les IGP, les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, en agroalimentaire, donc avec toute une série d'AOP et d'IGP qui naissent. Alors, pour notre région, les premières que nous avons vues, c'est
La première, ça a été Nyons. Alors Nyons, c'est un petit bout en Rhône-Alpes, mais il a un petit bout dans le Vaucluse, alors on va un peu se l'approprier. C'était en 94, donc 2 ans après le premier règlement, en huile d'olive et en olive. Et puis ensuite, un certain nombre en 96, vous avez le taureau de Camargue, vous avez le foin de Crau, vous avez un certain nombre d'appellations, l'huile d'olive de la vallée des Baux en 97. Les huiles d'olive ont ensuite essaimé jusqu'à la dernière que je préside, qui est l'huile d'olive de Provence, qui a été officiellement reconnue au mois de mars dernier par l'Union européenne. Donc, un cheminement qui, sur le secteur huile d'olive, a pris ses marques. Sur le secteur des plantes aromatiques, nous avons eu l'huile essentielle de Haute-Provence, je cherchais le terme exact. Puis il y a aussi des IGP, le petit épeautre, on en parlera tout à l'heure. Il y a une association IGP Label Rouge sur la pomme de la Haute-Durance. Voilà, donc ce que je voulais dire en ouverture, c'est dire que l'intérêt des signes d'identification de la qualité de l'origine et surtout de ces signes d'identité, ça a un double objectif. Ça a un objectif de protection de cette identité, d'éviter l'usurpation de cette identité par des produits qui voudraient être comparables et qui voudraient utiliser l'image que nous portons, notamment à travers ce mot extraordinaire qui est le mot Provence. Et c'est aussi, il y a un esprit de, alors j'allais dire de commerce équitable, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, parce que, mais en tous les cas, on essaye d'insuffler dans nos appellations d'origine et dans nos indications géographiques protégées, une notion de répartition équitable de la valeur. L'objectif dans ces signes, c'est que d'abord, cette valeur sur l'ensemble de la constitution du produit doit rester dans la zone de production. Ça, c'est un des concepts fondamentaux des AOP et des IGP, c'est-à-dire que l'aire de production et de transformation et l'aire donc qui contient, enferme cette valeur ajoutée. Hein. Je prends une olive, je prends une petite épeautre, je le cultive, je le récolte et je le transforme dans l'aire de production. Donc ça, c'est cette notion de contenir, de maintenir dans l'aire de production la valeur ajoutée créée et de façon malheureusement plus utopique, d'essayer que cette valeur ajoutée soit équitablement répartie entre le producteur et la matière première, puisque le fondement d'une appellation ou d'une indication géographique, c'est que vous avez généralement une production de matière première, que ce soit du raisin, de l'olive, une céréale, une viande, hein, puisque on a une IGP agneau de Sisteron. La transformation, alors qui peut être une transformation, une vinification sur le raisin, une extraction sur l'huile, une distillation sur l'essence de lavande, l'huile essentielle de Haute-Provence. Et puis, il y a le dernier élément qui peut être ensuite la préparation du produit. Alors, généralement, nous n'imposons aucun de nos signes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'impose le conditionnement dans l'air parce qu'il n'y a pas de raison de l'imposer, c'est-à-dire que pour imposer le conditionnement dans une aire de production, il faut que le produit risque une altération s'il est sorti de l'air. Mais par contre, on essaye de faire que le producteur, le transformateur, voire l'affineur quand vous êtes sur un fromage, hein, qui est aussi un des acteurs, chacun intervienne dans le signe, participe à la qualité du signe, participe à l'identité du signe et en même temps permet de faire que cette valeur ajoutée soit répartie entre les différents acteurs. Alors, je ne dirais pas que ça fonctionne totalement, peut-être qu'en conclusion j'y reviendrai après avoir écouté vos interventions, mais c'est ce que je voulais rappeler en introduction, c'est vraiment la force, et c'est pour ça qu'avec le Conseil régional Sud-Provence, Alpes-Côte d'Azur, et Bénédicte Martin, on est très accroché au développement de ces signes, c'est parce que pour nous, c'est un moyen
de conserver cette valeur ajoutée et d'identifier nos produits par rapport aux concurrences internationales. Faire de l'huile d'olive, je peux en faire n'importe où dans le monde, enfin, ou tout du moins dans une bonne partie du monde. Faire de l'huile de Provence, je ne pourrais en faire qu'en Provence. Et c'est ça, et notre faiblesse, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est justement sur une filière qui est hyper importante pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est la filière fruits et légumes, où nous avons aujourd'hui très très peu de signes, alors que nous avons une véritable identité sur nos produits, et à part le raisin, bon, aujourd'hui, le melon va peut-être enfin être identifié, enfin, je l'espère, mais on a un très gros manque quand on voit que la tomate, que l'aubergine n'est pas identifiée. Ben, pour moi, c'est une erreur stratégique parce que nos aubergines, nos tomates, nos courgettes, elles ont nos légumes de ratatouille, comme je dis quand je veux faire sourire, ben, elles ont une vraie identité. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que je crois qu'on a quand même un certain nombre d'interventions derrière, mais j'essaierai en conclusion de synthétiser ce que les uns et les autres auront dit. Merci. Merci Olivier. Sandrine, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les objectifs de cette conférence ? Pourquoi du coup, on a proposé une conférence dans le cadre de ce programme de MedAgri Online et voilà, les enjeux, les participants. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais vous rappeler pourquoi la Chambre régionale a décidé de mettre au programme une réunion autour de la dynamique et de la diversité des SICO en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout d'abord, cette volonté, c'est parce qu'elle est impliquée depuis maintenant près d'1 an et demi autour du lien entre les filières. Par ailleurs, il y a un contexte qui est favorable maintenant depuis quelques années autour des SICO, notamment leur notoriété avec une demande sans cesse croissante de la part des consommateurs pour des signes officiels et de qualité. Ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que la loi Egalim demande dès 2022 une introduction des produits durables au sein de la restauration collective, donc 50% de produits durables, dont 20% en agriculture biologique. Et puis aussi, parce que c'est l'occasion sur un salon professionnel de mettre à l'honneur tout le travail qui est fait et tout l'investissement des hommes et des femmes sur tous les territoires et une diversité de produits, comme l'a rappelé Olivier Nallès. La Chambre d'agriculture mène à bien ce travail en partenariat avec la coopération agricole Sud, qui est co-animatrice pour les actions qui sont mises en œuvre. Donc, ce travail de collectif, d'échange et de partage autour de l'expertise pour le renforcement des signes en région et de mettre en place un certain nombre d'actions, travailler sur un certain nombre de thématiques qui vous seront développées au cours de cette conférence, de façon à créer une vraie dynamique, un vrai lien entre les producteurs, les opérateurs, l'ensemble de la profession agricole, et d'avancer ensemble en mutualisant, parce que nous avons besoin de partager, vraiment de se connaître pour mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux SICO et bien évidemment avoir un retour de valeur sur notre production agricole. Merci Sandrine. Donc on va passer à la première partie de la conférence, notamment donc je vais demander à Claude Balmel, donc de la DRAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de nous brosser, de nous faire une petite photographie donc des signes officiels de qualité et d'origine dans notre région. Donc je vous laisse la parole, Claude. Merci beaucoup Sandrine, bonjour à tous. Donc avant de parler des signes officiels de qualité, je voudrais juste faire une petite parenthèse, même si j'ai bien compris qu'il y a des ateliers qui vont être dédiés à l'agriculture biologique, pour quand même exprimer le fait que l'agriculture biologique dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est plus de 30% de la SAU qui est conduite par ce mode d'agriculture biologique. C'est plus de 4000 exploitations. Et après avoir connu une accélération un peu plus modérée les années 2017 et 2018, 2019 et les derniers chiffres de notification à l'agence bio 2020 font apparaître plus de 500 voire 600
notifications à agriculture biologique supplémentaires par an. Donc voilà, je ferme cette parenthèse pour venir donc à un portrait qui est un portrait descriptif, pas analytique, mais je pense qu'à la fin, je vous dirai 2-3 mots qui rejoindront un petit peu l'introduction d'Olivier en la matière. Donc dans la région, on compte 29 produits sous signe de qualité. Donc ça, c'est des chiffres 2017, mais je ne pense pas que c'est beaucoup évolué depuis. Le Brousse du Rhône était peut-être déjà agréé à ce moment-là, ou alors il est arrivé, et donc ça ferait un chiffre rond, ça ferait 30 produits sous signe de qualité. Donc on retrouve effectivement dans les secteurs qui sont les filières végétales, mais aussi les filières animales. Et puis après, comme d'habitude, on a un petit peu un tiroir divers dans lequel on va retrouver d'autres signes de qualité. Donc, filière olive et huile d'olive, un nombre conséquent de produits sous AOP en la matière. Donc, vous les voyez, vous les retrouvez sur la cartographie qui est projetée. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver ces éléments sur le memento qu'édite la DRAF chaque année et qui prend de manière beaucoup plus large l'ensemble des chiffres statistiques des filières agricoles, agroalimentaires et forestières, mais où il y a un tiret à part concernant les signes de qualité. Donc voilà pour ce qui est des huiles d'olive. Filière fruits, donc on a effectivement en la matière 4 signes de qualité, le citron de Menton, la pomme des Alpes, la figue de Soliès et le muscat de Ventoux. Sur les filières animales, 4 signes aussi, le taureau de Camargue, l'AOP Banon, Brousse du Rhône. Et enfin, dans la catégorie autres produits, les thym et les herbes de Provence, le petit épeautre, le foin de Cros, les huiles essentielles et le riz de Camargue. Vous voyez qu'il y a bien évidemment dans ces signes de qualité des productions qui sont emblématiques de la Provence et qu'on ne retrouve pratiquement nulle part ailleurs, sachant qu'on partage quand même un petit peu la Camargue avec nos voisins du Gard, mais que ce soit le taureau de Camargue ou le riz de Camargue, ce sont des signes qui sont des marqueurs patrimoniaux de la région. Donc voilà très rapidement un portrait des signes de qualité. Alors bien évidemment, mais je ne l'ai pas oublié, n'apparaît pas ici la filière viticole. Et je comptais donc vous exposer les chiffres essentiels de cette filière, en sachant que, comme le disait Olivier Nalès en introduction, la viticulture et les viticulteurs sont les pionniers, c'est dans leur ADN, que d'aller vers les signes de qualité. Un chiffre pour vous traduire ça, il y a 68% de la production en volume de la production de la région qui est sous signe AOP. Donc, la filière viticole, c'est dans la région un peu plus de 3,8 millions d'hectolitres de vin sur plus de 85 000 hectares de production, dont 24 sont conduits en mode agriculture biologique. Parmi ces produits viticoles, il y a 20 appellations qui sont en AOP, avec des volumes conséquents, je vous disais tout à l'heure 68%. Dans le vignoble, qui est le vignoble de la vallée du Rhône, à peu près 1,38 million d'hectolitres de vin, et dans le vignoble provençal, à peu près le même chiffre, à quelques dizaines de milliers d'hectos près. Et à côté de ces AOP, on dénombre aussi 15 IGP, dont le volume tangente le million d'hectolitres de vin. Donc ces signes de qualité, ils sont bien évidemment, je vous le disais tout à l'heure, l'histoire de la viticulture. Ils sont aussi le fruit d'une structuration au travers des interprofessions. Et donc ça explique effectivement cette prédominance en la matière.
Donc pour terminer et pour revenir aussi sur les éléments qu'a évoqué Olivier Nalès en introduction, les signes de qualité, pour nous, c'est quelque chose qui, je reprends son terme parce que je l'ai trouvé choisi, c'est quelque chose qui doit refléter le commerce équitable. C'est-à-dire ça doit être au deux bouts de la chaîne alimentaire, d'une part pour le consommateur, un repère qui permet d'acheter un produit dont il est sûr de la provenance, de la qualité, du contrôle, et surtout d'une qualité qui est constante au travers du temps. Et c'est quand même un élément qui est majeur quand on fait un acte de consommation. Et à l'autre bout, c'est-à-dire au niveau de la production, ça doit être aussi une production qui, bien évidemment, est contraignante parce qu'elle s'appuie sur un cahier des charges et qui doit permettre un retour de la valeur ajoutée au producteur qui lui permettent d'avoir une plus-value par rapport à une production standard. Donc pour moi, ces deux éléments sont assez fondamentaux de ce que peut représenter la démarcation au travers des signes de qualité, en sachant que, sans du tout les critiquer et sans du tout les opposer, il y a aujourd'hui une foultitude de démarches qui font que, alors là il ne faut plus dire la ménagère qui pousse son caddie, mais la personne qui pousse son caddie dans le supermarché se retrouve un petit peu embarrassé parce qu'il va avoir en face de lui, certes des signes de qualité, mais il va avoir des marques distributeurs, mais il va avoir toute une série de démarches qui font qu'il peut être un petit peu perdu. Et donc, il est important d'avoir aussi une action forte de promotion du signe de qualité pour bien faire comprendre aux consommateurs qu'est-ce qu'il achète, comment c'est produit, quels sont les contrôles et quelle sont la fiabilité qui permettra d'assurer son acte d'achat. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je reprendrai dans l'introduction tout à fait pertinente d'Olivier, c'est aussi la disproportion qu'il y a entre le poids économique des filières et la prévalence des signes de qualité dans la région. Donc effectivement, dans ce qu'on appelle couramment la ratatouille, c'est-à-dire les productions de maraîchage, de fruits et de légumes, qui sont des productions qui sont très majoritaires dans la région provençale, on s'aperçoit qu'au final, il n'y a que très peu de signes de qualité. Alors il en existe certes, mais sur des productions qui sont quand même relativement discrètes. Le citron de Menton, la figue de Soliès, ce n'est pas tout à fait le même poids que le maraîchage ou que l'arboriculture fruitière. Et même s'il y a un signe de qualité sur l'arboriculture fruitière, c'est un signe de qualité qui finalement est très peu valorisé. Donc je crois que là, il y a vraiment un travail d'exploration à faire et d'initiative à prendre. Alors il y en a, il y a des frémissements même plutôt avancés, avec des signes qui sont en émergence. Olivier tout à l'heure citait le melon de Cavaillon, mais on peut parler aussi de la fraise de Carpentras, on peut aussi parler des cerises du Ventoux. Il y a aussi des projets qui existent sur la filière laitière, en particulier dans les Hautes-Alpes. Donc voilà ce qui était juste un portrait descriptif, sans beaucoup d'analyse, si ce n'est ces deux derniers points que je voulais souligner. Merci à vous. Merci Claude. Donc on voit qu'il y a encore en effet du potentiel sur certaines filières pour progresser. Il y a un sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, et Claude vient d'en parler et d'en faire presque une transition tout à l'heure, c'est finalement la durabilité de ces filières sur le territoire. C'est vrai que on peut développer un signe, être attentif à ce qu'on met dans son cahier des charges, mais est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est capable finalement
également d'évaluer l'impact qui peut y avoir sur son territoire en termes de développement durable. Donc, je voulais juste vous le rappeler, hein, quand on parle des 3 piliers qui constituent le développement durable, on parle d'économie, d'écologie et de social. Aujourd'hui, il nous semblait intéressant, notamment de faire témoigner donc deux filières pour voir comment elles conçoivent finalement ce développement durable dans le cadre de leur projet. Que ce soit des filières qui sont en émergence, qui n'ont pas encore de reconnaissance, ou que ce soit des filières qui ont déjà eu une reconnaissance depuis un moment, mais qui mettent en place des pratiques pour évoluer, pour progresser sur ces piliers. Donc, pour vous en parler, on a proposé notamment donc, au Melon de Cavaillon. Donc, je vais laisser Antoine Peugeot, qui est le nouvel animateur du syndicat des maîtres melonniers de Cavaillon, de vous dire en quoi leur démarche a un impact sur les 3 piliers du développement durable, comment ils intègrent ces enjeux. Et après, je laisserai la parole donc, à Sandrine Faucou, qui est aussi présidente du syndicat du Petit Épaule de Haute-Provence et qui nous fera aussi un témoignage sur sa filière. Antoine, si tu veux prendre la parole. Merci Sabine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais commencer par vous faire un petit retour sur une petite présentation sur ce qu'est le Melon de Cavaillon aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Melon de Cavaillon est une marque gérée par le syndicat donc, des maîtres melonniers de Cavaillon, qui est un syndicat qui regroupe tous les opérateurs, qu'ils soient producteurs ou metteurs en marché. Et donc aujourd'hui, en 2020, on est sur 40 producteurs et 10 metteurs en marché. Donc par metteur en marché, j'entends les stations qui contrôlent, conditionnent et expédient le melon de Cavaillon. Donc le melon de Cavaillon est un produit vraiment très traditionnel, historiquement ancré sur son territoire. Il faut savoir qu'on en trouve depuis, on a des traces écrites depuis 5 siècles sur la région en Provence. Donc on est vraiment sur un produit emblématique. Et le sud-est, le bassin sud-est, est le premier producteur de melon en France aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, le Melon de Cavaillon est une marque qui est aujourd'hui déposée et protégée. Seuls les adhérents agréés par le syndicat peuvent utiliser la dénomination Melon de Cavaillon, avec un cahier des charges donc, qui est établi et défini par le syndicat, avec des contrôles internes qui sont réalisés tout au long de la saison pour s'assurer du bon respect du cahier des charges. Et donc, dans ce cahier des charges, on a notamment une aire géographique définie qui correspond au bassin traditionnel et à un terroir qui est adapté à la culture de melon. Donc vous avez ici la cartographie pour la saison 2020 de la répartition et de la zone géographique du melon de Cavaillon. Donc on peut voir qu'on a une concentration assez importante sur le triangle Cavaillon-Château-Renard-Carpentras, qui regroupe à la fois les producteurs qui sont identifiés par les photos de melon et les stations qui sont identifiées par le logo, mais également une présence vers les Alpes de Haute-Provence ou en Camargue, donc, ce qui permet notamment au melon de Cavaillon d'être présent du mois de mai jusqu'à début octobre. Dans les points qu'on peut retenir du cahier des charges, le melon de Cavaillon passe par une sélection variétale qui chaque année est mise à jour et avec des variétés sélectionnées en fonction de leur qualité gustative, leur qualité aussi pour s'adapter aux différents terroirs, que ce soit dans les Alpes de Haute-Provence ou en Camargue, et qui permet aussi également, avec des variétés plus ou moins tardives, d'être présent sur l'ensemble de la saison. Des parcelles qui sont également très contrôlées, donc évidemment qui soient dans l'aire géographique, mais avec des sols qui sont adaptés à cette culture. Une tenue évidemment des différents cahiers phytosanitaires et d'irrigation, et également, il faut le souligner, une filière conventionnelle, mais aussi une filière bio, qui représente en 2020 à peu près 5% des surfaces. Donc c'est une filière encore en développement, mais qui existe et qui tend à se développer en fonction de la demande qui est croissante. Donc le melon de Cavaillon, son syndicat, est aujourd'hui en démarche pour obtenir une IGP. Donc comme ça a été évoqué précédemment, c'est vrai que le melon de Cavaillon est un produit emblématique qui a besoin aussi de garantir aux consommateurs son origine et sa qualité. Le melon de Cavaillon aujourd'hui se définit comme un melon premium et c'est vrai qu'une IGP permettrait de pouvoir vraiment identifier, garantir que le melon de Cavaillon est un vrai melon premium.
avec une origine bien définie et historiquement ancrée sur son territoire, et permettre de promouvoir à la fois sur le territoire national, mais également à l'international, car le melon de Cavaillon est connu et exporté chaque année à l'étranger. Et évidemment, la demande d'IGP induit donc les différentes attentes autour notamment de la loi Egalim et de ce qu'impose un cahier des charges avec l'INAO. Donc ça passe par une réflexion sur la certification HVE et les différentes attentes, et notamment la restauration collective, par exemple, qui pourrait être aussi un axe de développement de nouveaux marchés. Donc. Alors oui, pour parler donc du coup du développement durable et comment vous, au niveau de votre démarche, vous intégrez du coup ces notions-là, et quels sont un petit peu les constats aujourd'hui que vous pouvez observer voilà, sur l'impact de votre démarche sur le territoire en termes de développement durable. Alors voilà, justement, tous les éléments que je vous ai présentés, c'est des éléments qui derrière ont un impact sur les trois piliers que font le développement durable. Donc sur le côté économique, alors juste un petit état des lieux sur la filière melon actuellement. C'est vrai qu'on est sur un marché qui est assez compliqué, et avec une baisse du nombre d'opérateurs et des surfaces plantées. Donc vous avez quelques chiffres sur le melon de Cavaillon et le syndicat sur les dernières années. Donc avec une baisse également, le melon de Cavaillon fait partie également de ces difficultés en termes du nombre de producteurs. Mais pour autant, on a des volumes commercialisés qui sont même en hausse. Sur 2020, on va être au-dessus des dernières années, parce que le melon de Cavaillon arrive à réussir ces dernières années à se différencier par ses qualités, par ses garanties d'origine et de melon garantis. Et donc, on a une clientèle fidèle présente tout au long de la saison, qui n'est pas dépendant des grandes opérations commerciales, et qui s'inscrit dans la continuité, donc avec un melon garanti toute l'année de qualité. Donc c'est avant tout une réussite collective. Ce sont des opérateurs qui se sont mis maintenant un peu plus de 3 ans ensemble pour avancer et pour être au service de la marque et non l'inverse. C'est vraiment voilà, des stations, des producteurs qui ont pour objectif d'avoir un objectif commun autour du melon de Cavaillon. Donc voilà, comme je vous le disais, une segmentation premium avec une clientèle fidèle et variée. C'est aussi important, c'est d'avoir une diversité dans les débouchés. Et surtout, du coup, tout ça apporte une meilleure valorisation en melon de Cavaillon qu'en melon standard. Une meilleure valorisation, donc c'est une valeur ajoutée pour les stations, mais aussi pour les producteurs. Et comme Olivier Nalès le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est que tout le monde retrouve, tous les opérateurs d'une filière sous SICO, aient une vraie valeur ajoutée et un vrai retour sur le travail, sur leur production. Et donc c'est vrai que l'IGP aujourd'hui permettrait d'apporter une plus grande reconnaissance et confiance à la fois des clients et des consommateurs, qui se tournent de plus en plus vers justement ces différents signes et ont besoin de certitude, notamment sur les contrôles et sur ce qu'ils ont ensuite dans leur assiette. Et puis également sur l'impact économique, maintenant que le syndicat est bien identifié sur son territoire, on a une certaine attractivité avec une certaine demande de nouveaux adhérents, de nouveaux opérateurs, donc ce qui est plutôt positif et un vecteur de durabilité pour le syndicat. Si on s'intéresse à l'impact environnemental, comme je vous le disais, le melon de Cavaillon est produit sur un territoire qui est historiquement adapté à la culture du melon, avec une sélection des variétés également qui permet d'avoir des caractéristiques qui sont propres à chaque terroir, et qui permettent ainsi d'avoir moins d'interventions, donc que ce soit d'un point de vue phytosanitaire, d'un point de vue même des apports en eau, avec ainsi des systèmes de goutte à goutte qui sont établis sur chaque parcelle. Et donc tout ça fait que la culture du melon de Cavaillon tend à réduire au maximum les conséquences négatives d'un tronc, par exemple, phytosanitaire. Et également, du coup, ce qui permet d'avoir des meilleurs rendements. Donc, pour ce qui est par exemple, de la sélection des variétés, on a l'appui de structures techniques, donc que ce soit les chambres d'agriculture, les différentes structures comme l'APREL,
Sudexpé, qui nous accompagnent tout au long de la saison. Et certains producteurs mettent d'ailleurs à disposition certaines de leurs parcelles, de leur surface, pour pouvoir faire des expérimentations, que ce soit au niveau des variétés, mais également au niveau des techniques de production. Le melon peut être produit sous bâche et sous abri. Donc il y a des réflexions notamment autour des plastiques aujourd'hui pour voir comment on peut limiter l'impact des plastiques, de l'utilisation des plastiques dans les champs, avec soit des plastiques biodégradables, soit d'autres techniques qui pourraient aider pour favoriser la culture du melon. Également des réflexions sur les emballages. Alors même si aujourd'hui le melon a très peu de conditionnement, on va dire, il n'est pas emballé sous plastique entièrement, mais il y a des réflexions parce qu'il va aussi y avoir des réglementations sur l'emballage des fruits et légumes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a soit des emballages ruban, comme vous pouvez le voir à l'image, ou des emballages stick. Donc voilà, ça reste limité comme conditionnement, mais on réfléchit à d'autres alternatives, ou en tout cas d'autres matières pour conditionner les melons. Et puis également, après, chaque opérateur, alors c'est aussi peut-être le défi du syndicat aujourd'hui, c'est l'IGP pour y contribuer beaucoup, c'est d'avoir une politique encore plus collective sur ces questions environnementales, parce que chaque opérateur travaille aussi, on va dire, individuellement, parce qu'ils ne font pas que du melon de Cavaillon. Donc ils passent par certaines certifications comme Global Gap ou HVE, ou d'autres initiatives comme installer par exemple des panneaux solaires sur les stations. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore aujourd'hui c'est encore des initiatives qui sont assez individualisées, on va dire, pour chaque opérateur. Mais l'idée, c'est quand même, avec l'IGP aussi, c'est d'aller vers des réflexions et des réponses collectives. Et enfin, sur le dernier pilier, donc l'impact social, le marché de niche qui est aujourd'hui le melon de Cavaillon, contribue quand même à maintenir une activité agricole, que ce soit pour les producteurs directement, maintenir l'activité melon, parce que comme je vous le disais, c'est une source de valeur ajoutée, et donc ça permet... Ça peut motiver aussi les producteurs à continuer l'activité melon. Et puis également, ça fait tourner une activité au niveau des emplois saisonniers en station, parce que c'est vrai que pour les stations qui travaillent en melon de Cavaillon, c'est une vraie source d'activité et de chiffre d'affaires. Donc avec la valorisation du savoir-faire derrière, que ce soit par la communication, par le retour sur la valeur ajoutée, comme je vous le disais, et puis une forte réputation du produit au niveau local, national et international. Donc c'est vrai que pour à la fois les touristes et les locaux, ça a une vraie importance dans l'image que renvoie le territoire et le produit. Et donc ça participe au rayonnement global de l'activité du territoire et de l'activité agricole. Voilà, également, toujours sur cet impact social, à souligner quand même l'existence d'une confrérie, la confrérie du melon de Cavaillon et des traditions provençales, qui elle aussi permet de communiquer et de faire rayonner le melon de Cavaillon localement et au niveau national. Et puis voilà, ça se manifeste également par des événements comme les fêtes du melon, des salons grand public comme le salon d'agriculture l'hiver dernier, et de nombreuses autres actions que le syndicat réalise toute l'année. Merci Antoine. Est-ce que vous avez peut-être une ou deux questions à Antoine avant que je passe la parole donc à Sandrine Faucou pour le petit épeautre par rapport justement à cette démarche de développement durable et des initiatives qui peuvent être menées dans le cadre du coup d'une démarche qui est en cours de reconnaissance IGP? Juste rappeler, bon, d'abord c'est une démarche, c'est vrai que les cahiers des charges et la force de nos signes d'identité, j'insiste sur le mot identité plus que sur le mot qualité, la force de nos signes d'identité, c'était d'avoir un cahier des charges de production, voire de transformation. Alors dans le melon, il n'y a pas de transformation dans le cahier des charges, c'est une simple production. Et nous nous posons au sein de l'Institut beaucoup de questions quant à peut-être un jour rentrer au sein de nos cahiers des charges. Alors c'est un débat, je peux vous dire, qui ne sera pas abouti avant quelques années, mais en tous les cas, c'est une question qu'on se pose. Emmanuel peut-être y reviendra tout à l'heure.
de l'aspect, alors l'aspect environnemental, on fait plus que se le poser, mais sous quelle forme on le rend, c'est un débat. L'aspect sociétal aujourd'hui commence à venir, parce que justement, vous ne pouvez pas répondre, et Claude le disait tout à l'heure, hein, j'ai parlé beaucoup de la promesse aux producteurs, mais c'est surtout la promesse aux consommateurs qu'il faut mettre en avant. Et nos consommateurs attendent qu'on leur fasse une promesse, qu'on leur tienne une promesse, bien sûr d'une identité, bien sûr d'un goût, mais aussi d'un contexte de production qui ne soit pas détérioré, que ce soit environnemental ou que ce soit sociétal. Donc Sandrine Faucou, donc le petit épeautre, il est reconnu IGP depuis 10 ans. Voilà, oui. Oui. Donc du coup, dans votre filière, comment vous avez pu intégrer ces enjeux de développement durable au moment notamment où vous avez passé cette reconnaissance, et aujourd'hui, finalement, comment vous faites évoluer vos pratiques pour rentrer dans plus de durabilité? Alors, je vais tout d'abord un petit peu resituer le contexte. Le syndicat du petit épeautre de Haute-Provence est né officiellement en 1997. Et en fait, ce qui a motivé les producteurs pour aller vers une démarche je dirais d'abord de défense et de protection, c'était le constat de fraude au cours des années 80. Parce que ce produit, il fait vraiment partie de la culture de la Haute-Provence. Il était toujours maintenu sur un certain nombre d'exploitations, mais avec ses caractéristiques petit rendement, beaucoup de travail de décortiquage notamment. C'est pas un produit qui, dans l'agriculture des années 60, dans les 30 glorieuses, a été plébiscité. Donc il est resté très marginal. Pour autant, dans les années 80, il y a eu des fraudes, et là, les producteurs se sont sentis piqués au vif et ont voulu affirmer que ce qu'était le petit épeautre, qu'on ne vende pas du petit épeautre pour une céréale qui n'en était pas. Et puis, c'est ce qui a en fait posé un peu les bases de ce qui est devenu le groupe. Et ces producteurs qui étaient des gens avec la particularité d'être en agriculture biologique se sont réunis, ont réfléchi et in fine, la démarche a abouti après un passage par des CCP, cahier des certification conformité produit, ont abouti en 97 en 2010 à la reconnaissance de l'IGP. Et depuis 1997, le groupe a été reconnu, l'association ODG, donc Organisme de défense et de gestion, pour pouvoir porter ces projets. Donc le petit épeautre de Haute-Provence aujourd'hui a 2 IGP, une sur le grain qui a été obtenue en 2010 et une sur la farine de petit épeautre de Haute-Provence qui a été obtenue en 2011. À l'époque, il y avait un petit groupe de producteurs. Alors, je passe vite pour arriver à maintenant, donc en 2020, où le syndicat regroupe 83 adhérents avec donc des producteurs, 77 producteurs, des décortiqueurs à façon, des meuniers et un transformateur, conditionneur, distributeur. La récolte de petit épeautre, la céréale occupe une surface d'à peu près 400 hectares, ce qui fait à peu près 700 tonnes brutes récoltées. Donc, pour illustrer qu'on est vraiment une production un petit peu marginale. Et dans cette filière, on a du circuit court et du circuit long. Donc, à peu près 60% des produits passent en circuit long, et puis beaucoup de fermes qui représentent à peu près 40% de la production commercialisent elles-mêmes, voire transforment leurs produits qui est destiné à de la consommation circuit court, plutôt locale d'ailleurs.
Du coup, nous avons la particularité d'avoir la totalité de nos opérateurs qui sont en agriculture biologique. Donc, en fait, le petit épeautre IGP, petit épeautre de Haute-Provence IGP, il est toujours accompagné du logo AB. Et puis, nous sommes une filière labellisée biopartenaire à la demande du distributeur conditionneur. Donc, avec cette notion d'aller vers une agriculture équitable, une filière équitable, comme ça a été évoqué précédemment. Alors, production marginale, oui, mais par contre, dans un contexte où depuis maintenant quelques années, les céréales anciennes, rustiques, sont vraiment demandées par les consommateurs. En plus de ça, cette céréale a un faible taux de gluten, donc elle correspond à une demande et à des marchés qui sont croissants. Donc voilà, beaucoup de questions nous ont amenés à nous dire qu'il fallait vraiment essayer de développer le produit, de développer les volumes. Et pour cela, nous avons échangé avec nos partenaires, notamment les régions, ce qui a abouti en 2019 à la mise en place, la mise en place d'un plan filière petit épeautre de Haute-Provence, donc qui est en cours d'ébauche, dont l'objectif est le développement de la filière, alors à la fois à travers les volumes et les surfaces, donc, mais aussi la connaissance du produit. Et puis, bien évidemment, il y a cette notion de répartition de la valeur ajoutée. Donc voilà, on est en plein travail. Donc actuellement, on est en train de réfléchir aux axes de travail que pourrait composer donc ce plan. En premier lieu, il y a la définition d'une stratégie de développement, bien sûr amont-aval, avec un diagnostic de la filière autour de ses enjeux, ses points forts, ses points faibles, pour aboutir donc à la stratégie collective. Le deuxième axe autour du développement de la production en elle-même auprès donc des deux composantes de cette filière, amont-aval, à travers les besoins en investissement, mais aussi en accompagnement, que ce soit de l'animation ou de l'accompagnement technique, voire d'expérimentation. Un troisième axe autour de la connaissance du produit, donc la connaissance agronomique. Aujourd'hui, on voit bien notamment qu'il y a, avec le changement climatique, des pratiques à réfléchir. Le manque d'eau aussi, même si le petit épeautre est très peu consommateur, mais il y a quand même des moments où la production a besoin pour se développer d'un minimum d'eau. Avoir une meilleure connaissance des marchés. Les marchés évoluent. Donc, puis il y a le petit épeautre IGP qu'on connaît nous dans notre territoire, mais il y a aussi du petit épeautre bio, il y a aussi du petit épeautre qui pourrait être IGP non bio. Il y a aussi d'autres démarcations de produits qui sont en train de naître ou qui arrivent. Donc, voir un petit peu comment le petit épeautre de Haute-Provence pourrait trouver une place. Voilà, il faut être tout le temps en observation de notre environnement. Et puis, bien sûr, aussi travailler sur la promotion de cette céréale. Alors, le petit épeautre de Haute-Provence, c'est une céréale qui est cultivée sur une zone IGP qui regroupe 4 départements au sein des 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes et région Sud. Et 4 départements, Vaucluse, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes et Drôme. Et alors, il y a au sein de cette zone des territoires qui sont plus ou moins dynamiques autour de ce produit. Et nous avons identifié depuis quelques années, notamment le territoire du Buëch Sisteronais, où un certain nombre d'exploitations ont un potentiel pour produire du petit épeautre, ont des cultures qui peuvent consommer beaucoup d'irrigation et qui ont un territoire qui a vraiment un potentiel pour répondre aux besoins du syndicat et de la filière.
Donc, nous avons travaillé avec le Pays Cisteronnet pour déposer un projet dans le cadre LEADER pour nous aider à identifier ces opérateurs, ces producteurs et voir comment ils pourraient venir renforcer le syndicat. Donc, ce territoire du Buëch-Cisteronnet, c'est à peu près 56 communes sur les 235 que compose la zone IGP. Et actuellement, il y a plus d'une quinzaine d'exploitations qui sont en production de petites épeautres IGP et une typologie d'exploitation polyculture élevage avec des grandes cultures, avec aussi de l'arboriculture et des cultures de diversification. Donc un travail à mener qui n'est pas forcément très difficile pour aller convaincre de nouveaux producteurs de cultiver du petit épeautre. Donc au niveau de l'impact économique de notre filière, donc tout d'abord la présence de petits épeautres qui a été avariée dans cette zone pourrait aider les exploitations à justement avoir un peu plus de cultures diversifiées et d'ores et déjà avec des marchés qui sont identifiés à travers des opérateurs adhérents à l'IGP. Ensuite, au niveau environnemental, les pratiques donc, qui sont définies dans le cahier des charges du petit épeautre sont déjà très extensives, puisque le petit épeautre de Haute-Provence a un cahier des charges qui correspond déjà à celui de l'agriculture biologique. Il a peu d'exigences, peu de besoins en fertilisation. Il y a une obligation de rotation, d'assolement. Donc le but, c'était vraiment de ne pas épuiser les sols, de ne pas faire trop de céréales trop vite. Et puis aussi, le fait de ne pas revenir trop souvent sur les parcelles. Donc ça économise le sol, mais ça permet aussi de garantir une qualité intrinsèque du produit, compte tenu que nous avons des critères à atteindre. Ensuite, nous nous rendons compte maintenant depuis plusieurs années qu'il y a des points de notre cahier des charges qu'il faut peut-être repenser. Donc nous sommes en réflexion pour faire évoluer le cahier, notamment sur des dates de fertilisation. On se rend compte que les dates inscrites à l'époque aujourd'hui ne sont plus tout à fait cohérentes sur le plan agronomique. Donc voilà comment, au fil du temps, il faut aussi se remettre en question et s'adapter. On ne peut pas tout prévoir au moment de la réflexion autour d'un cahier des charges. Donc on verrouille. Pour autant, il faut vraiment être vigilant sur la cohérence dans le temps et si besoin, retravailler la copie pour être en adéquation avec la faisabilité technique des choses. Ensuite, sur l'impact social, alors bien sûr, il y a la mise en lien, la création de relations, voire de nouvelles relations entre et le syndicat et les opérateurs, les producteurs et les opérateurs. Donc on voit vraiment qu'il y a de nouvelles dynamiques qui se créent, de nouveaux projets aussi. Aujourd'hui, sur la partie proche de Rome, Hautes-Alpes, il y a un outil de transformation qui permettrait à des exploitations qui souhaiteraient faire du petit épeautre de pouvoir en faire sans avoir à investir, par exemple, dans du matériel spécifique. Et puis, il y a aussi le fait que les producteurs sont fiers de faire cette céréale. Il y a quelque chose qui est un petit peu se réaccaparer un produit du territoire et avoir plus de sens dans ce qu'on fait, donner plus de sens à notre métier. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment précieux dans la mesure où il faut rechercher de la valeur. C'est pas évident d'être agriculteur, il y a plein d'aléas.
Donc il y a quelque chose qui est vraiment une création de liens et de reconnaissance du produit, et du producteur et de l'environnement. Et puis la mise en avant aussi d'un patrimoine dans un territoire. C'est important pour les producteurs de valoriser. Finalement, ils façonnent, ils cherchent à faire de la qualité, ils cherchent à faire un produit donc bien adapté au sol, bien adapté au territoire, mais ils façonnent aussi le paysage, ils façonnent le cadre de vie, ils façonnent la région. Donc c'est quelque chose qui est non plus pas à négliger dans le maintien en fait d'un produit dans un territoire. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous souhaitez avoir des informations sur le petit épeautre IGP et la farine de petit épeautre de Haute-Provence IGP, vous pouvez contacter le syndicat qui se situe en proche de Rome à Mévouillon. Merci Sandrine. Donc on voit qu'il y a finalement ce qui est important, il y a une remise en question finalement tout au long d'une démarche. Il ne suffit pas d'avoir une reconnaissance, mais qu'après, c'est vraiment une vie à tenir, une dynamique à tenir tout au long de l'appellation pour s'adapter à son territoire et surtout aussi à son marché. On a des appellations qui sont en forte demande, où il y a finalement une offre qui est pas forcément assez conséquente par rapport à un potentiel important. Et donc, il faut arriver à trouver et à intéresser finalement d'autres opérateurs voilà, pour y rentrer. On voit aussi que vous intégrez finalement, enfin, que vous avez des choses à faire valoir sur les trois enjeux, hein, trois piliers du développement durable. Donc, bon, assez facilement, vous avez pu faire l'exercice. Alors, c'est vrai que quand on parle de développement durable, à un moment donné, on nous demande, mais finalement, c'est quoi l'impact? Est-ce que tu peux me donner des chiffres sur les emplois, sur l'économie, donc il y a des choses qu'on pourrait peut-être encore mieux qualifier, peut-être en termes de données voilà, chiffrées. Et après, il y a des choses plus qualitatives de ressenti, notamment sur les aspects sociaux, où on voit que finalement, c'est un groupe qui chemine et qui est fier de s'engager dans une démarche de ce type. Donc, c'est du qualitatif plutôt, peut-être plus difficile à quantifier. Alors, pour compléter, c'est vrai qu'à la différence du melon de Cavaillon, qui est par exemple très demandeur en main-d'œuvre saisonnière, le petit épeautre d'Haute-Provence, c'est une culture qui n'est pas très demandeuse, qui va plutôt viser à maintenir et à maintenir les exploitations agricoles et à renforcer leurs revenus, à renforcer, je dirais, leur place dans leur territoire. Mais on n'est pas sur un nombre d'emplois, enfin de développement d'emplois comme ça pourrait être sur d'autres produits. Par contre, l'appropriation du produit, les exploitations peuvent faire la transformation, peuvent s'approprier la communication, développer les produits transformés, développer en circuit court, transporter le produit en dehors de la zone même. Mais voilà, on a entre filières, on a beaucoup à s'apprendre et parce qu'on n'a pas les mêmes modes de fonctionnement, on a pas mal de socles de choses en commun, mais on a des particularités. C'est vrai que voilà, on n'est pas forcément créateur d'emplois. En revanche, ça va plus asseoir les exploitations, les renforcer. Oui, Emmanuel, vous voulez intervenir ? Je voulais juste compléter, dans cette notion-là, il y a l'emploi, c'est souvent un critère un petit peu évident dans certains endroits parce qu'il y a de la main-d'œuvre, parce que ça génère un certain nombre d'opérateurs qui viennent sur le territoire et donc du coup ça génère un nombre d'emplois et on en détermine une santé économique d'un territoire. La santé économique d'un territoire ou le dynamisme économique, c'est aussi la création de richesses. Et finalement, quand on regarde un peu les études, moi j'en avais suivi une sur le secteur du Diois,
sur les flux économiques. Et finalement, on se rend compte que des flux économiques, c'est déjà de l'argent qui ne part pas. Donc c'est des gens qui consomment sur place, c'est une économie qui se maintient, c'est des actifs ou des non-actifs qui reviennent sur le territoire. Donc quelque part, on est parfois surpris quand on étudie les flux économiques et on se rend compte qu'il y a certains secteurs qu'on pensait un peu sinistrés mais qui ne le sont pas tant que ça, quand d'autres, on les pense dynamiques, mais finalement, l'argent se consomme ailleurs que sur le territoire. Donc c'est important à un moment ou à un autre, et je pense que c'est des études qu'il faudra qu'on mène par la suite, cette notion des flux économiques. Et je pense qu'un signe officiel de qualité avec une indication géographique, telle une IGP ou une AOP, c'est quelque part une filière à elle toute seule. Donc on a un ensemble de filières, donc on a une segmentation économique qui se fait par différents types de produits. Et on a également une action qui rentre tout à fait dans les piliers du développement durable, et beaucoup plus facilement qu'une filière qui finalement se délie à une échelle beaucoup plus longue, parce que finalement l'abattoir est à 200 km et finalement les marchés sont encore plus loin. Voilà, donc, mais je pense que sur cette notion économique, il y a besoin d'approfondir, et notamment sur les flux par territoire, parce que là, il y a des choses à gagner, il y a des choses très intéressantes à creuser. Merci Sandrine. Donc, nous allons passer à la troisième partie donc, de notre conférence. Donc, pour mieux comprendre comment sont accompagnées et soutenues les filières aujourd'hui, que ce soit dans un projet de reconnaissance ou dans le cadre de la vie tout simplement d'une appellation. Donc, cette séquence, elle s'adresse plus particulièrement aux porteurs de projets. Donc pour commencer, nous allons présenter les enjeux et dispositifs de soutien qui sont mis en place notamment par la région Sud pour accompagner la structuration et le développement de ces filières. Et puis nous proposerons à l'INAO aussi de présenter brièvement comment les pouvoirs publics et l'Institut sont présents dans notre région, notre territoire, pour accompagner aussi ces démarches de manière opérationnelle en termes de conseils, suivi, défense des produits. Donc, je vais passer la parole à Véronique Esterny. Donc, Véronique, donc, quels sont les soutiens apportés donc, par la région Sud aujourd'hui ? Donc, la politique qui est mise en œuvre aujourd'hui par la région, elle découle des débats qui avaient eu lieu à l'occasion des États généraux de l'alimentation, qui avaient été organisés dans chacune des régions de France. À l'occasion de ces débats, il avait été rappelé, et voire même acté, que l'ensemble des démarches qui permettaient de segmenter l'offre des produits agricoles, et notamment grâce au signe officiel de qualité, ça permettait de créer de la valeur ajoutée et des dynamiques économiques collectives au bénéfice de l'amont agricole, ce qui est notre priorité au service agriculture. Il avait été rappelé aussi que la structuration des productions autour de ces démarches de qualité, elles ont pour principale vertu d'organiser l'économie des filières. Et ça, la région y est forcément attentive, puisque ces politiques, elles naissent d'une démarche qui est collective et volontaire, et j'insiste sur le mot volontaire, qui émane donc des producteurs, de leurs groupements. On a constaté que les ODG, c'était des lieux qui étaient précieux, des lieux où on pouvait échanger, où on pouvait concerter pour adapter les produits au marché, répartir la valeur entre l'amont et l'aval. À l'occasion des États généraux, il y avait eu aussi des longues discussions sur les marques territoriales, et on avait rappelé à cette occasion que, contrairement à un signe de qualité qui est vraiment placé sous la responsabilité des entreprises productrices, une marque de territoire, ce n'est pas un outil qui permet ni de construire un cahier des charges, ni pour maîtriser la qualité des productions, ni de parler de régulation de volume. Et pour nous, ces deux conditions, elles étaient indispensables à la maîtrise de l'image et de la valeur du produit. Je ne parle pas non plus de la protection juridique des appellations qui sont bien mieux garanties qu'une marque. Ça a été dit à plusieurs reprises depuis le début de nos échanges, l'organisation économique collective, elle fait parfois défaut dans notre région, et particulièrement dans certaines filières, notamment la filière fruits et légumes. Donc, à la lumière de tous ces éléments, l'exécutif régional a décidé de mettre en œuvre une politique qui est volontariste, de soutien aux signes et aux démarches de qualité. Concrètement, ça s'est formalisé par le vote d'un dispositif spécifique, c'était en décembre 2018. Donc ça va faire 2 ans et on commence à en ressentir quelques effets sur le terrain. Ce dispositif, il comporte 2 volets.
Un premier qui était de faire émerger une dynamique collective autour de certaines missions qui nous paraissaient importantes. C'était le plus gros pilier de nos dispositifs. Ce qu'on souhaitait, c'était faire émerger des démarches qui permettaient à la fois le partage d'expériences entre ODG, qui ne se connaissent pas forcément et qui peuvent par contre se poser les mêmes questions à différents moments de leur vie d'ODG. Inciter au partage et au retour d'expérience, et ce sur tout un tas de sujets, que ce soit juridique, administratif, technique ou autre. On souhaitait créer du lien entre les ODG à l'échelle de notre territoire qui est celui de la région. Constituer une cellule technique qui soit identifiée par les producteurs, identifiée par les ODG et identifiée aussi peut-être par le monde extérieur, qu'on ait une structure identifiable pour parler SICO dans notre région. Encourager aussi les ODG régionaux à rationaliser ou en tout cas réfléchir à la rationalisation sur certaines dépenses de gestion interne. Structurer l'animation à l'échelle régionale. Construire aussi des projets de promotion collective, parce que souvent, certains, je pense notamment à la levée de fonds européens, ce sont des dispositifs qui parfois sont difficiles d'accès pour les petites structures. On le voit, on a peu de candidats en général en région sur ces dispositifs-là. Et enfin, le dernier objectif, c'était de permettre l'émergence, ou en tout cas la création de projets interfilières, y compris entre l'amont et l'aval. Donc concrètement, ce dispositif, c'est un appel à projet annuel qui a été édité 2 fois depuis 2018, qui est doté de 300 000 €, auquel les structures sont invitées à répondre quand elles répondent à ces objectifs-là. Je ne vais pas m'étendre sur le contenu, puisque je crois que c'est la suite de notre présentation, où il y aura les exemples en fait, de 2 candidatures lauréates qui seront détaillées. Le second volet du dispositif, là, c'est une aide directe aux ODG, et notamment avec comme cible principale les nouveaux ODG. On l'a rappelé, donc il y a des filières sur lesquelles il y a des potentiels de développement importants, donc c'était ça qu'on souhaitait cibler, mais bien que le dispositif ne soit pas ouvert qu'à eux. Mais l'objectif, c'était de soutenir tout nouvel ODG qui est émergé en PACA peut bénéficier de ce soutien, mais de soutenir aussi les ODG existants quand ils mettent en œuvre des stratégies nouvelles. Donc ces stratégies nouvelles, on les avait un peu définies. Ce sont soit des nouvelles démarches de contractualisation, de mise en marché, le développement de nouveaux marchés, enfin des stratégies commerciales nouvelles. Ça peut être aussi les travaux d'actualisation des cahiers des charges quand on aborde les questions agri-environnementales. Et enfin, le troisième pilier, c'est les stratégies de pérennisation des volumes de production, que ce soit pour développer les surfaces, que ce soit pour trouver de nouveaux producteurs, en tout cas faire grossir l'ODG. Là, cette aide directe aux ODG, c'est une aide dégressive sur 3 ans, donc directement attribuée à l'ODG candidat. C'est 15 000 € la première année, 10 000 et 8 000 € les années 2 et 3. En parallèle de ce cas d'intervention, je voulais aussi rappeler que l'ensemble des productions sous SICO de la région, elles sont valorisées de manière directe ou indirecte dans un certain nombre d'appels à projets FEADER, donc notamment toutes les aides à la modernisation, où le fait d'être une exploitation productrice d'un produit sous SICO, ça permet d'être bonifié dans les grilles de sélection, et donc indirectement, c'est aussi quelque chose qui est mis en avant et qui est favorisé au sens large. Donc les effets de cette politique volontariste, ils commencent à apporter leurs fruits. La dynamique, on sent clairement qu'elle est là, notamment au niveau de la mutualisation et même au niveau des signaux faibles sur des nouvelles démarches de signes officiels de qualité dans les fruits et légumes, par exemple. Les élus de l'exécutif, ils sont satisfaits des résultats qui sont constatés, même si on a bien conscience que les politiques SICO, on sait que c'est la politique du temps long et que donc 2 ans... pour regarder cette émergence et ce soutien, c'est un tout petit pas de temps, qu'on aura le temps de le faire à la fois évoluer, de poursuivre en tout cas la dynamique qui était enclenchée, ce qui était l'objectif principal. Merci Véronique. Donc, je vais passer la parole donc, à Emmanuel Estour, qui est délégué territorial sud-est de l'INAO. Donc, au niveau de l'INAO, comment se passe donc l'appui aux filières aujourd'hui? Peut-être que vous pouvez nous brosser un petit peu vos champs d'intervention, notamment sur des filières qui sont en cours de reconnaissance ou déjà reconnues. Alors, je compléterai après ce que disait Madame Esterny, parce que il y a un travail très important qui a été fait sur le terrain par la Chambre régionale d'agriculture,
par COP de France sur ce sujet-là et financé par la région. Donc j'y reviendrai parce que c'est un sujet qui est très important et qui mérite, je pense, d'être approfondi. Donc la délégation territoriale sud-est de l'Institut, elle est sur 3 régions différentes, réparties en 4 sites. Donc je vais faire assez rapidement. On part du sud de Lyon et on va jusqu'au sud de la Corse. Il y a à peu près 200 signes de qualité qui sont suivis. Et on est un peu moins de 30 agents à suivre l'ensemble des ODG et des... Alors moi j'appelle ça des collectifs parce qu'au départ, tant que le signe n'est pas reconnu, c'est un collectif d'opérateurs qui se lancent dans la démarche. Donc on intervient autant dans l'accompagnement qui est assez long à l'émergence du projet pour qu'il soit reconnu et qu'on puisse commencer à y travailler dessus jusqu'à l'obtention du signe. Et on travaille également sur toutes les modifications du cahier des charges, parce que comme disait Madame Faucou, c'est vrai qu'au départ, on tisse un cahier des charges assez strict, parfois qui peut être étriqué ou pas, mais parce qu'on le projette sur un fonctionnement, et puis à l'expérience du fonctionnement, on se rend compte que certaines choses sont à revoir, et puis les choses évoluent. On entend parler de changement climatique, on entend parler d'un certain nombre de choses qui font que dans nos cahiers des charges également, il va falloir à un moment ou à un autre, où c'est déjà en route, apporter des modifications. Donc le travail qu'on fait, il est à la fois technique, réglementaire, juridique. C'est vrai que une grande partie aussi de notre travail, c'est de protéger du village d'à côté jusqu'au fin fond du bout du monde, quelque part, le signe de qualité dans son intégrité et éviter toutes les usurpations qu'on peut avoir. Donc, c'est un travail relativement conséquent qui parfois qui nous fait travailler en vis-à-vis avec l'ODG et qui parfois nous fait passer à côté, parce qu'on n'en a pas forcément le temps ni la capacité, de cette dimension d'animation qui permet de pouvoir apporter aux différentes ODG une dimension supplémentaire qui est l'expérience des uns et des autres, l'expérience même sur des produits complètement différents. Et nous, on en a fait l'expérience, excuse-moi la redondance, mais sur la Drôme, avec le travail qui avait été démarré en partenariat avec le Conseil général, où on s'est rendu compte que finalement, même si on était sur des produits différents, sur des parcours complètement différents, finalement, l'interaction amenait une richesse très importante. Et nous, en plus, ça nous amenait aussi à revoir et à repenser nos manières d'interagir dans la communication auprès des ODG. Et puis, pour les ODG, ça apportait aussi une appartenance à un collectif un peu plus important que le simple ODG. Et là aussi, on verra dans les exemples qui seront proposés, c'est une dimension qui est très importante en termes de communication, de marketing, de différenciation. Et puis, c'est une force. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, notre région aurait tout intérêt à continuer et quelque part peut-être à voir comment on pourrait structurer davantage cette question de l'accompagnement des signes officiels de qualité pour offrir finalement une zone de réflexion, d'animation et de projection et de pérennisation de ces collectifs. Un des points qui est important, c'est que ces collectifs, ils peuvent être parfois fragiles dans leur constitution. Alors, on a des grandes ODG viticoles, on a certaines grandes ODG de produits agro, mais on a aussi des tout petits collectifs dont il faut apporter et appuyer le fonctionnement jusqu'à ce qu'ils arrivent à dégager, on peut être assez basique, mais déjà un modèle économique pour fonctionner, que chaque opérateur puisse en retrouver la valeur ajoutée, mais que l'ODG arrive aussi à vivre et à fonctionner. Et puis ensuite de pouvoir leur permettre de s'étoffer, parce que si on met en place un signe de qualité et qu'au bout du compte, les opérateurs, par l'effet de l'âge, finissent par disparaître et qu'il n'y a pas de jeunes qui s'installent, là aussi, ce n'est pas non plus un succès. Donc on a un certain nombre de sujets à aborder à travers cette mutualisation qu'on peut faire autour des signes de qualité et leur positionnement au sein de la région. Merci Emmanuel. Donc on va passer aux deux exemples dont on parlait tout à l'heure, deux exemples donc finalement assez récents.
qui ont permis ou qui commencent à permettre de la mutualisation d'actions. Donc Stéphanie Costa, de la Coopération Agricole Sud. Donc vous participez au collectif qu'on appelle Codesico. Peut-être que le nom sera à revoir, mais en tout cas c'est celui-ci pour l'instant. Qui regroupe un certain nombre de partenaires au niveau de la région. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement quel était et quel est l'enjeu de ce collectif, quelles sont les actions qui ont été menées et les perspectives des mois prochains? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc effectivement, un premier exemple de mutualisation avec notre collectif qui est animé par la Chambre régionale d'agriculture avec en partenariat la Coopération Agricole Sud. Si on regarde un petit peu de plus près le tissu régional, il avait été constaté qu'une majorité d'ODG est quand même de taille modeste, mais constitue cependant de véritables outils qui sont portés par les acteurs de la filière. Les principales missions des ODG que sont collecter, traiter et produire des informations, certes nécessitent des compétences, mais également beaucoup de temps. Et donc c'est cette ressource humaine qui est au cœur du fonctionnement des ODG. Il y a certes des ODG qui existent, mais en parallèle, comme on l'a vu précédemment, il y a des ODG, enfin des collectifs de producteurs qui se regroupent et qui en parallèle développent de nouveaux projets sur des produits alimentaires emblématiques de la région, tels que la truffe ou l'amande, qui ne sont pas encore sous SICO, mais qui sont en réflexion pour développer une démarche d'identification de la qualité et de l'origine. Et il est donc important pour la région de garantir la pérennité des ODG, la pérennité des signes de qualité et ainsi leur impact positif sur le territoire. C'est pour répondre à tous ces éléments qu'est apparu le besoin de mutualiser des actions et de mettre en commun des informations au sein des structures. Notre objectif au sein de ce collectif est donc de répondre à ces besoins et de créer un espace d'échange, de réflexion et d'amélioration des compétences sur les SICO. Nos travaux s'inscrivent effectivement, comme l'a rappelé Véronique Esterny, dans le cadre de l'appel à projet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le soutien aux dynamiques collectives pour l'émergence, la consolidation des signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine alimentaire. Nous avons déposé à ce jour donc 2 projets. Un premier projet qui s'est déroulé de juillet 2019 jusqu'en juin 2020. Et un second projet déposé courant 2020 qui a été entamé en juillet 2020 et qui se déroulera jusqu'en juin 2021. Le collectif multifilière constitué a pour objectifs principaux tout d'abord l'accompagnement de l'émergence de nouveaux organismes de défense et de gestion et de nouveaux signes de qualité, mais également le développement d'une ingénierie régionale pour le soutien des signes de qualité et de l'origine et des ODG existants ou en émergence. Voici rapidement donc la présentation des 33 partenaires de notre collectif. Donc on ne va pas tous les lister. Oui, c'est un peu petit en plus. Voilà. Mais je pense qu'à l'écran, ça sera un peu plus visible. Donc avec en blanc les membres du collectif qui étaient présents sur le premier projet 2019-2020 et en vert les nouveaux partenaires qui se sont joints à nous pour le collectif 2020-2021. Et on retrouve bien évidemment le syndicat des melons de Cavaillon et le syndicat du Petit Épeautre, voilà, qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, quelles actions pour ce collectif? Elles se décomposent en 5 axes. Tout d'abord, un axe 1 donc, qui est une action collective qui fait l'objet de rencontres thématiques et d'échanges d'expertise. Sont ainsi proposées donc, des rencontres régulières pour renforcer l'interconnaissance et la dynamique collective entre les différents partenaires. Sont proposées également des formations collectives pour leur permettre une montée en compétences. Et une plateforme collaborative a également été mise en place pour permettre d'échanger, de stocker des documents à disposition des différents partenaires. Parmi les thèmes déjà abordés dans le collectif, on a mis quelques exemples. Donc, par exemple, on a parlé lors d'un atelier du projet commun de la OPIGP, son histoire, sa valeur, sa vision, voilà, sur quelle valeur je dois m'appuyer pour créer mon collectif, comment concevoir l'organisation et le fonctionnement de son ODG en fonction de ses axes stratégiques de développement. Une approche un peu plus technique, comment faire évoluer son cahier des charges et comment le transposer en plan de contrôle.
2 ateliers ont été proposés sur la promotion collective. Qu'est-ce que c'est? Quelles initiatives ont déjà été mises en place? Quelles compétences développer? Comment financer mes actions de promotion? Et un dernier atelier qui portait sur la fiscalité appliquée aux ODG. Donc voilà, on voit que les thématiques sont très variées et sont bien sûr proposées sur avis et consultation des différents partenaires en fonction de leurs besoins identifiés au préalable. Dans la continuité de cette action collective de l'axe 1, donc, nous allons proposer prochainement 2 formations au mois de novembre qui vont permettre aux partenaires de découvrir et mettre en pratique l'utilisation des réseaux sociaux au profit des filières de qualité. Ces formations seront destinées tant aux salariés des associations et syndicats qu'aux administrateurs et chefs d'exploitation, voilà, pour qu'il y ait une montée en compétences vraiment au niveau des deux niveaux. L'axe 2 concerne l'accompagnement de filières émergentes. Effectivement, donc après avoir identifié un porteur de projet, donc un collectif d'agriculteurs, et après avoir identifié les besoins prioritaires à mettre en place dans les phases précédentes l'obtention d'un SICO, il est possible, le rôle du collectif est aussi d'appuyer les travaux nécessaires à la mise en place de ces nouvelles démarches. Donc l'appui peut se faire sur, par exemple, le choix du signe, la définition de l'historique et le lien au territoire, la réalisation d'une étude de marché, l'organisation de journées professionnelles, etc. Voilà, toute une phase d'accompagnement qui va précéder l'obtention d'un signe de qualité. Concernant l'année 2020-2021, 4 projets vont être accompagnés dans ce cadre-là, sur des filières émergentes que sont le blé dur, la prune de Brignoles, la poire de Val-de-Durance et l'asperge du Ventoux. Le 3e axe est une action mutualisée à plusieurs organismes pour qu'ils puissent consolider ou développer leur démarche SICO. Donc l'intérêt, c'est de mettre en commun des ressources humaines pour développer un projet entre plusieurs filières déjà sous SICO ou en émergence. Et pour le projet actuel, enfin la convention actuelle, le projet qui sera accompagné, qui a déjà été financé sur l'année précédente, concerne le collectif Ail de Piolingue, Fraises de Carpentras et Melon de Cavaillon, qui vont donc mutualiser des ressources humaines et travailler ensemble, et qui sont aidés dans cet axe 3. Le 4e axe portera sur une étude prospective qui sera menée en 2021 et qui aura pour thème la chaîne de valeur des différents maillons d'une filière sous SICO. 4 filières se sont portées volontaires pour étudier cette thématique-là. Et des aspects importants comme la clause de rémunération des producteurs ou la capacité de la filière à produire de la richesse, etc., le mode de gouvernance, tous ces aspects qui seront étudiés lors de cette étude et qui sont autant de sujets importants pour assurer la pérennité d'une filière sous SICO. Voilà, ce sera l'objet de l'axe 4. L'axe 5 portera sur de la communication du collectif au sens large. Donc cet axe consiste à faire connaître les activités de notre collectif par le biais de publications ou d'articles qui peuvent être diffusés sur les sites institutionnels des différents partenaires. La communication peut prendre d'autres formes, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment avec l'animation de la table ronde sur le collectif et les SICO en général. Et un autre exemple, une carte des ODG implantée en Provence-Alpes-Côte d'Azur a été réalisée et sera également diffusée sur les sites, diffusable sur les sites de nos partenaires. Voilà, donc différentes communications qui sont mises en place pour faire connaître les différentes actions qui sont menées au sein du collectif. Merci Stéphanie. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, du coup, à prendre contact avec nous, voilà, pour en savoir plus. C'est un collectif qui est ouvert. On peut peut-être le redire. C'est pas parce qu'on a des partenaires un petit peu formalisés dans le cadre d'une convention qu'on n'accepte pas la participation d'autres ODG qui n'en feraient pas partie. En tout cas, l'idée, c'est de le faire connaître et de faire en bénéficier le plus de filières possibles. Donc, je vais passer la parole à Morgane, qui aussi anime depuis peu un jeune collectif qui regroupe 6 appellations, c'est ça, sur le territoire alpique Roccamargue, et qui va nous expliquer aussi finalement la jeunesse de ce projet, les actions que vous avez déjà pu mettre en place, et puis voilà, quel est votre programme pour les prochains mois.
Donc bonjour, je représente l'ensemble des structures qui composent le collectif Enthalpie Croix-et-Camargue, à savoir les huiles et olives AOP de la vallée des Baux-de-Provence, les vins AOP des Baux-de-Provence, l'agneau de Sisteron IGP et Label Rouge, le foin de croc AOP, le riz de Camargue IGP et le taureau de Camargue AOP. Donc Enthalpie Croix-et-Camargue, qui est un collectif de différentes structures, syndicats, représentant un signe officiel de qualité. Cette association a été créée en 2019 pour la valorisation et la notoriété des 6 produits du terroir labellisés en IGP, en AOP et en label rouge, issus des territoires d'Alpille, de la Crau et de la Camargue. Le projet du collectif a vu le jour en fait suite à une réflexion entre ces différents organismes ODG sur le fait que chacun participait en fait à des salons où toute la logistique, le transport, les moyens humains et le financement étaient engagés. Et donc, ils se sont réunis dans l'idée de mutualiser tous ces points-là. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que le collectif est né. En mai 2018, le projet a pris de l'ampleur. Il a été soumis à la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le souhait de demander un soutien financier auprès de la FNADT, donc le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Ça a été la première aide financière accordée à ce projet, et soutenu aussi par le PETR du Pays d'Arles, représenté par Madame Sophie Croquette. L'union de ces ODG a pu devenir une association le 11 mars 2019. Donc aujourd'hui, le collectif est composé de 6 ODG, les 6 membres fondateurs du collectif, ce qui représente 1800 opérateurs locaux engagés dans des productions labellisées. Au sein du collectif, nous avons différents axes de travail, à savoir de communiquer ensemble sur leurs produits, avoir une identité graphique commune, donc à travers le collectif Enthalpie Croix-et-Camargue, et vraiment avoir un logo où les produits sont facilement identifiables. Ensuite, nous avons vraiment l'idée de représenter l'ensemble d'un territoire en communiquant vraiment sur les 6 produits en même temps. Et donc, on a créé un panier garni où les 6 produits sont représentés, que l'on commercialise sur les salons, et dans un but de vraiment communiquer sur les produits labellisés. Ensuite, pour la communication, nous mutualisons les coûts. Donc, ça nous permet de créer des supports de communication communs et d'avoir une présence collective sur les événements professionnels ou grand public. En 2019, ça nous a permis d'être présents sur 6 salons, notamment le Salon international de l'agriculture à Paris ou le Salon d'agriculture de Provence à Salon de Provence. Ensuite, nous travaillons aussi sur le rôle des ODG, donc vraiment spécifiquement sur la structure de ces ODG. Par exemple, comme on a dit, sur certaines mises à jour des cahiers des charges, sur le suivi de la réglementation, l'organisation des contrôles des producteurs et autres opérateurs des filières, le partage des expériences entre les ODG, car elles n'existent pas toutes depuis le même moment, les outils de quotidien qu'ils utilisent, et la formation collective de sujets spécifiques que certaines ODG souhaitent aborder. Ensuite, nous avons aussi un travail assez important sur l'optimisation des moyens, comme par exemple un salarié commun pour le collectif, qui est là pour développer l'interconnaissance des ODG, accompagner les ODG dans la communication interne, et aussi la gestion globale du collectif.
Pour harmoniser tous ces points-là, comme le collectif Code Psycho, nous sommes soutenus actuellement par la région Sud, ce qui a permis la création d'un poste en CDI qui est en grande partie financé par la région et pouvoir concrétiser certains projets et répondre à des attentes et besoins du collectif. Par exemple, un des projets qui tenait vraiment à cœur aux membres du collectif, c'était de créer un menu à base uniquement de nos produits. Et donc, il a été concrétisé il y a peu. Ça a été une belle victoire pour le collectif. Alors, en fait, c'était dans le cadre du festival indien qui se déroule à Arles, en collaboration active avec l'hôtel Jules César. Le chef cuisinier a élaboré des recettes pour sublimer nos produits et proposer un menu complet, inédit, de l'apéritif au dessert. Donc le dîner a été agréablement accueilli par nos 80 convives et nous avons même été victimes de notre succès puisque nous avons dû refuser certaines réservations. Donc face à l'enthousiasme de tous ces consommateurs attentifs à des produits de qualité et labellisés, nous allons bien entendu poursuivre des événements dans ce style-là qui mettra en valeur nos produits. Et donc pour les suivre, vous pourrez nous suivre sur notre site internet et nous rejoindre sur notre page Facebook où chaque événement est mis en avant pour le partager au plus large public. Voilà, je vous remercie. Merci Morgane. Donc on arrive à la fin de notre conférence. On est au dessert de notre conférence presque. Et donc je remercie là tous les intervenants d'avoir joué le jeu de cette conférence filmée. Donc il nous reste 2 minutes, 1 minute, 2 minutes pour conclure. Donc je laisse le soin à Olivier Nallès de nous apporter un peu son regard sur les informations qui ont pu être échangées, les présentations aujourd'hui. Et donc voilà, je vous rappelle que cette conférence sera visionnable sur le site internet donc Medagré Online à partir du 15 octobre. Donc c'est bientôt. Bon, je vais quand même essayer de... J'ai pas voulu intervenir trop au fur et à mesure des présentations, mais déjà il y a une chose, puisque quand même ce type de conférence a des objectifs d'information. On l'a rappelé plusieurs fois, Claude l'a rappelé, Emmanuel aussi. Un signe d'identité, c'est d'abord un outil économique. Il ne faut jamais l'oublier. Nous aurions parfois, et tout à l'heure j'ai sauté sur ma chaise quand j'ai vu la prune de Brignoles. J'ai dit mais comment, quelle aberration on peut imaginer aujourd'hui. Alors vous allez me dire, mais comment la prune de Brignoles? Il y a toujours eu des prunes à Brignoles. Ok, moi je vis quand même assez souvent à Brignoles, trouvez-moi des pruniers. Oui, dans les jardins. C'est un sujet, moi, sur lequel j'ai une réflexion depuis de nombreuses années, mais je n'ai jamais réussi à aller au bout. Il nous faudrait des SICO patrimoniaux. C'est-à-dire que la prune de Brignoles est un patrimoine de Brignoles, mais ça n'est pas un outil économique. Et ça, je dirais que c'est un des points qu'il faut toujours avoir en tête quand on accompagne des démarches, que ce soit du côté politique, que ce soit du côté, je dirais, technique, qui est le rôle de l'INAO. Et je dirais qu'au niveau de l'INAO, aujourd'hui, on le porte fort. Hein, c'est-à-dire que nous avons régulièrement découragé des porteurs de projets parce que la viabilité économique de leur... Alors, il n'y avait aucun doute sur le produit, mais la viabilité économique de leurs produits n'était pas. On parlait de l'amande, pour être très proche des producteurs d'amandes, je passe ma vie à leur dire, votre IGP, elle est évidente, mais commencez par produire de l'amande. Après, on parlera d'IGP. Et ça, c'est quelque chose, et dans la démarche, et puisque j'ai une double casquette, bien sûr, j'ai une casquette INAO, mais j'ai une casquette
la coopération, j'arrive pas à m'y faire, hein, la coopération agricole. Moi, je dis toujours Coupe de France, mais bon. La coopération agricole sud, tu vois, tu pourras dire que j'ai bien dit les choses. La coopération agricole sud, dont je suis l'élu référent sur ce dossier, c'est vrai que j'insiste sans arrêt. Moi, ce que je voudrais voir demain, c'est des vraies filières économiques de notre région. Alors, la truffe en est une. La truffe, c'est une vraie économie souterraine. Nous le savons tous. Que nous serions heureux de voir un peu émerger, mais il y a, certains comprendront. Mais ceci étant, voilà, il faut absolument que cet outil, ça n'est pas une finalité d'avoir une AOP ou une IGP, hein, ce n'est pas un titre de gloire. Je viens de vivre 20 ans pour obtenir l'AOP sur l'huile d'olive de Provence, hein, puisque premier dépôt de dossier 2000, validation Bruxelles 2020. Donc, il faut un peu de patience des fois, avec beaucoup de gens qui me disaient, on vous dirait, pourquoi je me suis battu? Parce qu'il y a derrière une réelle économie. Et qu'aujourd'hui, j'ai une filière oléicole régionale et pas locale. Parce que on aurait pu se contenter de dire, ben, il y a la vallée des Baux, il y a Aix-en-Provence et Haute-Provence. Pourquoi aller faire une huile d'olive de Provence? Parce qu'à un moment donné, notre rôle d'élu professionnel est de porter un outil économique qui nous permette non pas d'être en finalité de dire « Ah, vous voyez, il y a une AOP, ça, on s'en fout. » Mais est-ce que cette AOP sert à quelque chose? Est-ce que cette IGP sert à quelque chose? Et l'un des axes que je défends, notamment auprès de la région et de nos élus régionaux, c'est d'aider, ne serait-ce qu'à l'utilisation et à la création de valeur correcte des signes d'identité qui existent déjà. On a eu le débat hier en coup de téléphone avec Sandrine sur sa filière petite épeautre. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une réelle implication. On parle de l'agneau de Sisteron. Ben, c'est vrai que je serais ravi le jour où tous les opérateurs, y compris coopératifs, joueront le jeu de l'agneau de Sisteron et pas j'en fais 10% et j'ai 90% d'agneau à côté sur lequel je joue sur l'image d'eux. Voilà, bon, alors, je ne vais pas être très long puisque tu ne m'avais donné que 2 minutes, mais je voulais quand même revenir sur ces différents points et dire combien savoir se servir de cet outil que sont les signes d'identité de la qualité et de l'origine. Et vous m'avez entendu insister énormément sur ce mot identité parce que c'est une carte d'identité que l'on donne à nos produits. Et ce carte d'identité, souvent j'ai même l'habitude de dire c'est un passeport que l'on donne à nos produits parce qu'il nous permet de voyager. Et il permet à nos produits de voyager avec ce passeport. Et ce passeport, c'est un cahier des charges, c'est un plan de contrôle qui garantit aux consommateurs partout dans le monde, et c'est la force de nos signes, c'est que la reconnaissance européenne permet de quasiment dans une grande partie, une grande majorité du monde, d'identifier et de garantir la qualité de nos produits. C'est pour ça qu'il est indispensable qu'on continue. Et je remercie encore la région Sud parce que c'est vrai que je suis sensible au fait que nos élus, Bénédicte Martin, notamment puisque c'est elle qui a plus en charge ce dossier-là, nous accompagnent parce que c'est véritablement l'avenir pour nos produits agricoles de la région. Merci. Merci à tous de votre participation.